Ça va être électrique les amis. On va avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, enfin pas pour moi, comme si on était dans la cage de Faraday du Palais de la Découverte à Paris. Mais n'ayez crainte, Sébastien nous protège avec la référence des montres amagnétiques, la méconnue Rolex Milgauss. Alors si vous êtes aimantés les amis, restez parmi nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Sébastien. Salut Xavier. Ça va? Très bien et toi? T'as failli éclater de rire avec le coup de l'électricité. Il a fallu que je me retienne. Et oui, c'est pour ça que je vous dis que ça va être électrique les amis. J'ai un super sondage pour ce petite montre entre amis sur la Rolex Milgauss de Sébastien. Et oui, quand on regarde les sondages que je peux faire sur la chaîne, la Milgauss, c'est la moins aimée des Rolex. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat? Oui ou non, sachant que très clairement, je pense que Sébastien va nous raconter que la réponse est non, et moi également, j'ai envie de vous dire que la réponse est non. Alors, tu nous la montres cette Rolex, Sébastien? Oui, bien sûr. Je suis ravi de t'accueillir. C'est une montre méconnue, rare, presque mal aimée, et qui n'est pas passée sur la chaîne. Alors, tu l'as eu quand? C'était en 2017. 2017, ouais. Ouais, c'était en fait c'est un cadeau de ma femme pour mon anniversaire. Tiens, t'es quel âge? Mes 37 ans. 37 ans? Et... Je peux l'essayer? Bien sûr. Après, je pense qu'il faut que tu élargisses un peu le... Là c'est toujours très bon signe les amis. Et en fonction des montres, j'aime bien quand c'est serré ou pas. Et là, moi je trouve qu'elle me va bien. Elle est sympa aussi. Oui, c'est une vieille lip à quartz des années 80 les amis. Une lip diver, lunettes Pepsi, joli, au tritium qui flash. Mais elle flash 2 secondes et demie, pas plus. Alors, tu l'as reçu en cadeau, pardon, en 2007. 2017, ouais. 2017, pardon, donc ouais, 4 ans. Mais c'est un cadeau surprise ou c'est un cadeau guidé? Ma femme, elle savait que j'étais hyper fan de montres. Je suis tout le temps en recherche, donc je l'avais essayé parce que évidemment, je lui prends la tête aussi pour qu'elle vienne avec moi et qu'elle fasse les essayages avec moi. Et pour avoir son avis, parce que j'arrive pas en fait à acheter quelque chose qui lui plaît pas, surtout à ce prix-là, je trouve que ça vaut le coup quand même que ça plaise un peu aux deux. Ouais. Et là pour le coup, attends, là c'est elle qui te faisait un cadeau. Oui, c'est elle qui me faisait un cadeau, mais c'est vrai que vu que je suis tout le temps en recherche, en fait, j'aime bien avoir comme son avis. Donc c'est vrai que c'est une montre que j'avais beaucoup aimée. Et j'hésitais en fait entre cette montre-là et l'autre, c'était une IWC Petit Prince avec cadran bleu aussi. Ouais. Et c'est vrai que mon cœur balançait un peu plus vers celle-ci que vers le modèle IWC. Ouais. Donc c'était il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, tu es allé en boutique. Où ça? À Paris, région parisienne, en province? Si on peut citer, c'était... Ah, tu cites qui tu veux. C'était au Bon Marché. Ouais, très bien. Ouais. Ok, ouais, il y a pas mal, il y a plein de montres, plein de marques là-bas qui sont installées. Donc, quand tu y es allé, tu ne savais pas que tu allais acheter une Rolex. Ça faisait partie de la liste. Non, c'était totalement une surprise. C'était totalement une surprise. C'est-à-dire que ma femme, on a commencé la journée d'anniversaire, voilà, avec des amis qui sont venus par surprise. Moi, j'étais allé faire un tour de vélo parce que je fais un peu de sport. Je suis revenu chez moi à 11 h. Il y avait du gâteau, 30 personnes dans le séjour. Voilà, c'est cool ça. C'est du champagne, on a commencé à boire dès le Et vous y êtes allés tous les 30 au Bon Marché? Non, alors ça, non. Par contre, il y a un moment où effectivement, la petite réception s'est terminée. Et ensuite, elle m'a dit, monte en voiture, on va aller chercher ton cadeau, il faut que tu l'essayes pour voir si ça te va. Waouh, c'est bon ça, roulement de tambour. Hein. Ah oui, donc, ma femme, elle est très très forte pour faire des surprises. Bonne organisation. Ouais. Ok, mais alors, une fois que tu t'es retrouvé au Bon Marché, que tu as compris que tu allais aller voir des montres, elle en avait déjà sélectionné quelques-unes ou elle t'a dit tiens, ça me ferait plaisir de t'offrir une montre? Elle savait qu'elle voulait m'offrir celle-ci. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai compris qu'on arrivait devant le stand, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient, le cœur à 200 à l'heure. Pour moi, c'était un rêve, donc c'était incroyable. Vraiment, c'était une journée de folie. C'était un rêve. Une Rolex ou la Rolex Milgauss? La Milgauss. Ouais. La Milgauss, ouais. La Milgauss, c'est... Mais celle-là, donc, pas la cadran noir, pas la cadran blanc, en fait, la Z-Blue.
Ouais, en fait, le cadran, il m'avait complètement, peut-être que j'anticipe la question, mais hypnotisé. Parce que le bleu, il est incroyable, la glace verte, c'est unique en fait. Et j'avais vraiment un gros coup de cœur sur les montres avec des cadrans bleus. Ouais. Et celle-là, pour moi, c'est quand même la montre avec un cadran bleu. Bah, en tout cas, elle est très très originale. Voilà, c'est ça. Il y en a d'autres. C'est dans mes goûts, Ouais, hein, évidemment, ouais, je non, ne cherche pas à imposer. Non, mais bien ce sûr, soit. mais non. Ce qui nous intéresse, vous le savez, les amis, et tu le sais, Sébastien, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle te plaît à toi. Ouais. Et donc, justement, ta femme savait que celle-ci te plaisait. Pour autant, tu es allé sur le stand d'IWC juste à côté pour essayer la Petit Prince. Ça, c'était plusieurs jours, enfin, auparavant, c'est antécédent. C'était Parce que non, ok. mais quand je te dis que je prends la tête à ma femme, si je prends la tête à ma femme, je dis, samedi, on pourrait pas faire un petit crochet par là, est-ce qu'on peut essayer ici Ok, ça marche. Donc le jour où vous y êtes allé, après la petite fête qu'elle avait organisée pour ton anniversaire, là pour le coup, le sujet c'était on va au bon marché acheter la Rolex Milgauss Z-Blue. Oui, tout à fait. Mais tu te rends compte que ça n'existe plus, ça? Ah non, c'est plus possible, parce que c'est ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 mois de liste d'attente, de ce que j'ai compris, au dernier entretien que j'ai eu avec un vendeur. Pour une Milgauss? Pour une Milgauss, ouais. Waouh! Et oui, il n'y a plus de montres, les amis, c'est terrible, hein, c'est quand même... c'est triste, je ne sais pas si c'est grave, mais c'est triste. Et donc, quelques jours avant, tu avais vu la IWC, mais tu avais essayé celle-là. Ah oui, celle-là, je l'ai essayé 2-3 fois. Hein, donc tu savais qu'il l'avait en boutique. En fait, ma femme avait appelé le lundi pour la mettre de côté pour le samedi. Et il l'avait gardée, Et quand on arrivait, elle était là, donc voilà. Et donc, facile, à l'époque c'était facile. Ouais, donc tu l'avais déjà essayé, donc il n'y avait pas de surprise, etc. Tu as un peu hésité ou tu as dit banco? Non, j'étais gêné parce que c'est quand même une somme d'argent, donc j'étais gêné que ma femme m'offre un truc aussi cher. Et elle m'a dit non, vraiment, enfin, c'est un cadeau, donc il ne faut pas se poser de questions. Combien ça coûte? T'as ça en tête? Ouais, même si c'est un cadeau, tu as dû te renseigner quand même. Hein. Oui, sinon, les amis, ils sauront, hein, ou je le mettrai en post-production, comme ça tu ne me réponds pas. Là, ça vaut 7 500 €. Ouais. Enfin, à l'époque, ça valait 7 500, je ne sais pas si les prix ont augmenté. Ah bah si, les prix augmentent tous les ans. Donc, chez Rolex, comme chez toutes les marques, comme à la SNCF, GDF, NJ, etc., tout augmente. Hein, la baguette de pain augmente, etc. Alors, c'est quoi l'adjectif qui, pour toi bien évidemment, qualifie le mieux cette montre? C'est ce que j'évoquais déjà un peu précédemment, c'est, je dirais, hypnotique, parce que en fait, c'est une montre, quand on planche son regard dedans, c'est difficile de sortir du cadran, en fait. Hein. Le cadran, il a des reflets, il est incroyable. Enfin, avec la lumière, en plus, ça change tout le temps. Ouais, mais là, tu as la combinaison de deux choses. Pour le coup, vous me direz, les amis, mais je ne crois pas qu'il y ait un autre modèle comme ça, où il y a une combinaison d'un cadran soleillé, qui de fait capte très bien la lumière, etc. Et par ailleurs, un verre, saphir ou non, en l'occurrence là il est saphir, qui lui-même est de couleur verte. Ouais. Hein. Et pour le coup on l'appelle Z-Blue. Voilà. Alors ce qui n'est pas facile, tu t'en rends pas compte peut-être Sébastien, c'est que à chaque fois moi je fais des prises de vue. Hein, rapide, parce que l'idée c'est pas de sortir des photos de stock ou l'artillerie pour faire des photos magnifiques, c'est simplement de vous amener les photos de la montre de l'invité. Donc là c'est celle de Sébastien. C'est jamais facile avec les Rolex professionnels parce qu'il n'y a pas de traitement anti-reflet. Et c'est vrai que cette montre, même si Rolex l'appelle Z-Blue, d'accord, je la trouve verte moi. Est-ce que parfois elle est bleue? Moi, je pense qu'après, c'est tout à fait subjectif la perception des couleurs. Donc moi, je la vois plutôt bleue. Ouais. Voire quand il y a beaucoup de soleil, elle tire presque vers le gris. Ouais. Donc, oui, c'est ça qui est beau parce que vous savez quoi, les amis, le vert n'est pas une couleur primaire. C'est un mélange de jaune et de bleu, alors que le bleu est une couleur primaire. Hein. On ne peut pas faire de bleu avec un mélange d'autres couleurs. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Je dirais effectivement les jeux de lumière qui tombent dessus, hein, donc c'est vraiment le cadran.
Ça, c'est incroyable parce que, en fait, je la redécouvre. Il y a des jours, je la mets, je fais, oh, j'avais pas vu cet éclairage-là avant, l'effet que ça produit avec la lumière, la prise de lumière. À chaque fois, pas à chaque fois, j'ai peut-être un peu exagéré, mais il s'avère que c'est quand même assez souvent différent, ou de temps en temps en tout cas. Donc ouais, c'est une montre qui... En fait, tu as l'impression de changer de montre un peu tous les jours, quoi. Alors que tu mets la même. Ouais, bah, c'est ça. Non, mais vous avez bien compris que était complètement dingue de sa montre, Sébastien, et il a bien raison. Je pensais peut-être naïvement que tu allais me parler de la trotteuse des secondes en forme d'éclair, qui est quand même très 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 caractéristique de ce modèle. Même si ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la Milgauss. Je pensais que ça allait être ça, ou alors le côté un petit peu orangé. Non, pas spécialement, non, c'est vraiment le cadran bleu qui m'a séduit, c'est vraiment ça. Ouais. Il est complètement hypnotisé par ce modèle. Alors c'est vrai que d'un point de vue marketing, ça fait partie de la gamme professionnelle de chez Rolex. Mais on n'est pas dans le domaine de l'aventure, là, on est dans le domaine de la recherche atomique. Tu vois, donc c'est quand même complètement différent. Il y a un truc qui est un petit peu impressionnant, c'est que ça s'explique probablement par la façon avec laquelle, historiquement, il protège le mouvement du magnétisme. C'est une montre qui est assez épaisse pour un format en 40 mm. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu t'es interrogé. Je me suis posé des questions, je trouvais que c'était un peu épais, pardon. Mais sur la façon dont ça tombait sur le poignet, c'était pas choquant, ça passait bien même, très bien. Donc non, ça m'a interrogé, mais ça m'a pas du tout freiné. Ouais, c'est bien ça. Je la regarde sous tous les angles, etc. Et là, on voit le bracelet Oyster, donc avec le polymiroir sur le maillon central. Donc la partie du bracelet qui est côté 12 heures, qui est beaucoup plus rayée que la partie ici à 6 heures. Manifestement, c'est une montre que tu portes, que tu portes dans toutes conditions. Tu parlais de sport tout à l'heure, tu la portes quand tu fais du sport? En fait, quand je fais de la natation, c'est une montre qui est étanche à 100 mètres, donc ce serait dommage de ne pas la mettre dans ces conditions-là. Donc quand je fais de la natation… mais quand tu nages, c'est pas ça qui la raille. Des fois, quand tu prends les virages, des trucs comme ça, tu tapes sur les bords, tu peux taper sur les bords de la piscine, donc c'est possible. Ouais, donc c'est ta montre de tous les jours? C'est une des montres de tous les jours, c'est une montre que je porte un peu moins maintenant parce que j'en ai acheté d'autres. Mais oui, c'est une montre que je porte régulièrement. Ouais. J'en ai pas non plus 50, donc je fais un roulement avec. D'accord. Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui rejoint le sondage que je vous amène sur le côté un peu mal aimé, méconnu, différent. N'hésitez pas dans l'onglet communauté à aller participer à ce sondage. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi, que tu es allé vers une Milgauss qui, au final, t'a été offerte par ta femme? Toi, c'est pas une Rolex comme les autres, à plein d'égards. Elle est beaucoup plus funky, entre guillemets, fancy dans les couleurs, etc. Celle-là, elle est sortie en quoi? Elle est sortie en 2014. Donc peu de temps avant que tu ne l'achètes. Pourquoi pas une Submariner, une Datejust alors à l'époque, c'était vraiment le cadran bleu que je trouvais unique en fait. Je trouvais que ce cadran était unique avec la glace verte. Oui, avec la glace verte, mais à l'époque, il y avait déjà des Datejust en cadran bleu, en 36 mm. Mais le Z Blue, c'est un cadran particulier, c'est un cadran unique si tu regardes un peu l'historique Rolex. Et puis les reflets, vraiment, c'est les reflets aussi avec la glace verte qu'on retrouve sur aucune autre montre. Pour moi, elle est vraiment singulière cette montre. D'accord, mais elle est singulière comme Rolex ou elle est singulière au global comme Au global, Ok, ce que je voulais sonder, c'est moi, j'étais pas un Rolex addict. C'était pas forcément une marque vers laquelle je me serais tourné, en tout cas à l'époque, s'il n'y avait pas eu cette montre-là.
C'était vraiment ce modèle-là qui me plaisait. Ouais, mais donc ça veut dire que il y a le Rolex Fans qui est fan, comme plein d'autres montres, mais il s'avère qu'ils sont, compte tenu des volumes, ils sont très nombreux, et puis ils sont très enclins à parler des montres qu'ils aiment, les amis, hein, j'espère que vous allez bien. Tu as le neutre, un peu comme toi, et puis tu as celui qui ne veut pas parce que, pour des raisons en fait tristes, considère que c'est pas porté par des gens convenables ou quoi que ce soit. Je veux dire, chacun achète la montre qu'il veut et ça devrait poser de personne à personne. D'ailleurs, quand je vois les invités qui passent sur la chaîne, notamment quand ils ne sont pas français, le sujet de la connotation Rolex, c'est vraiment un truc exclusivement francophone. Mais pour le coup, toi, ça te touche un peu ça, parce que celle-ci, c'est tellement rare en fait à tout point de vue, en quantité. C'est rare dans le style parce que ça ressemble à rien d'autre. Il n'y a pas de cyclope. C'est presque un message de c'est une Rolex, mais finalement ça m'arrange, voire je ne veux pas que vous le sachiez. Ah ouais, c'est un peu la Rolex s'il n'y en avait pas une. Alors qu'en fait, fondamentalement, elle a tout d'une Rolex. Mais comme il n'y a pas de cyclope, il n'y a pas de lunettes, il y a un cadran qui ressemble à nul autre. Du coup, ta question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que... Est-ce que dans la raison d'aller sur celle-là, il n'y avait pas quelque chose de... les marqueurs de, tu vois, lunettes cannelées, cyclope, c'est trop marqué Rolex. Non, celle-là, non, pour le coup, c'était vraiment la singularité de cette montre qu'on ne retrouverait pas chez les autres. Donc, c'était vraiment ça qui me plaisait. Ah, c'est super, c'est super. C'est livré avec quoi? Avec la boîte qui fait 15-20 cm, verte. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de mise en scène. Ouais, il n'y a pas de mise en scène liée un peu au côté très particulier. Ouais. Ah ouais, donc tu t'es pas fait électricité. Non. Pour le coup, je trouve qu'Omega, ils font des boîtes un peu plus sympas que Rolex, quoi. Plus volumineuses aussi. Hein. Ouais, mais ça a une importance, ça, puisque tu l'as donc reçue neuve. Ouais. Les autres montres, là, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas le sujet, sinon les amis, on n'en sort jamais, hein, mais tu les achètes neuves également? Alors, j'avais une Longines que j'ai achetée neuve, que j'ai revendue. Une Omega, une Speedmaster que j'ai achetée neuve aussi. Ouais. Et là, je suis tombé dans le vintage. Voilà, je suis devenu un gros fan de vintage. C'est vrai que je regarde plus en fait les montres neuves. Tu as acheté du vintage donc? Ouais, mais tu n'as pas de boîte là? Sur les vintage, non, je n'ai pas la boîte. Ouais. Non. Donc justement, ma question, c'est est-ce que maintenant que pour la première fois, tu es allé petit à petit dans l'occasion et ou dans le vintage, sachant que c'est ni bien ni moins bien, ni quoi que ce soit, c'est juste un choix. Est-ce que tout ce qui va avec une montre neuve, la surboîte, la boîte, le leaflet, les goodies, les outils, le bracelet, le truc, le machin, tout ce qu'on peut rajouter avec, qui est bien, qui n'est pas bien, qui est qualitatif, qui est en grande quantité, qui est lourd, etc., ça a une importance pour toi ou... Aucune. Alors, est-ce que ça en avait une? Et maintenant, est-ce que ça en a toujours une? Non, ça en a vraiment très peu. Ça n'en avait pas et ça n'en a pas plus aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-nous en commentaire, etc. Parce que je pense à ça. Tu l'as acheté quand, la Speed? La Speed, je l'ai achetée en 2013. D'accord, donc c'est l'avant-dernier modèle. C'est pas le modèle qui est sorti là, version 2021. C'est une Speed un peu particulière, c'est la Speedmaster Tintin. Oui. Donc à l'époque, elle n'était pas très prisée. Ça a été un peu la mal-aimée des Speedmasters. Oui, bien sûr. Et donc avec le chemin de fer rouge et blanc. C'est ça. C'est ça. Ouais. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que la boîte de la Speed, entre la 1861 et la 3861, donc le changement qu'il y a eu en 2020, la boîte a complètement changé. On est passé d'une boîte très imposante, très aéronautique, sportive, etc., à quelque chose de plus pour transporter, plus humble. Voilà, donc il y a des gens qui se sont dit c'est bien, d'autres qui se disent c'est pas bien. Voilà, moi ça me fait ni chaud ni froid. La seule montre neuve que j'ai eue, c'était pour mes 30 ans, les amis. Donc, si vous avez suivi, vous avez compris que c'était pas hier. Il sourit parce qu'il a suivi. Je l'ai plus, la boîte. Mais alors, pour le coup, je suis en train de la chercher. Et c'est là où, vous voyez, c'est-à-dire que acheter une montre neuve parce qu'il y a une boîte, je m'en fous. L'acheter d'occasion, s'il n'y a pas la boîte, en fait, je m'en fous.
Mais finalement, pour ma première montre, tu vois, j'ai plus la petite pochette de l'époque, donc je la cherche, les amis. Voilà, bon, une Tag Heuer série 6000. Long story short, ça n'a pas plus d'importance que ça. Donc tu la portes dans toutes les conditions. Ouais. Vélo, boulot. Vélo, pas trop, parce que je me dis que tu peux tomber en vélo et là, ça peut quand même faire mal à la montre. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu un accident et j'étais content d'avoir que ma montre de sport ce jour-là. D'accord. Ah oui, donc tu as une montre connectée, un truc comme ça, C'est ça, qui te c'est fait ça. les distances, le nombre de coups de pédale. Pas le nombre de coups de pédale, mais le kilométrage. D'accord, ok. La vitesse moyenne. Ok. Est-ce que quand tu es allé sur ce modèle, tu t'es préoccupé de la mécanique horlogère qu'il y avait dedans, le mouvement, c'est un truc additionnel? Non, la clé d'entrée, c'est vrai que c'était le design. Après, ça m'intéressait aussi de savoir la fiabilité, c'est-à-dire le petit delta que tu as par jour en termes de temps, le moins de plus 2, quoi. Oui, mais là, pour le coup, tu as tout ce que t'amène Rolex. La Supercam fiable, avec robuste, le propre label de certification superlatif chronométeur de Rolex. Bon, le bracelet, bah voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand tu t'es rendu compte qu'elle prenait quelques rayures au début, tu t'es dit, merde, et puis aujourd'hui, en fait, tu ne te poses plus du tout la question parce que tu te dis juste, c'est ma montre, quoi. Bah, c'est une montre qui vit, quoi. Je préfère une montre qui prend des pètes un peu sur le bracelet et puis qui est une montre que je porte qu'une montre qui est au coffre et qui n'a pas d'impact. Ouais. Alors, sur ce modèle-là, tu as donc une boucle déployante, on a parlé du bracelet, etc., avec un clic super solide. Tu as un réglage fin là-dedans? Oui, tu peux. Ici, là? Là, en fait, tu pousses, ouais. Ouais, ici, je tire? Ah oui, c'est ça, ouais. Et après, voilà. Ouais, c'est le seul, après, tu peux c'est pas mal. ajuster. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Bah, finalement, c'est une gamme professionnelle de salon, finalement. Parce qu'il n'y a pas de chronographe pour chronométrer quelque chose, même si, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de lunettes unidirectionnelles pour ne pas se tuer en faisant de la plongée sous-marine, même si on ne le fait plus. Là, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement à l'intérieur, donc tout l'intérêt est sur le design. Ouais, c'est ça. C'est ce qui t'a touché, finalement. C'était vraiment la clé d'entrée, ouais. Elle fait 40 mm, si je ne m'abuse. C'est ça. Belle montre. Pas impossible que Rolex se décide un peu à la relancer, puisque ça commence à dater son retour sur le marché. Et c'est l'illustration, mine de rien, quand ils ont sorti ça à l'époque, de leur capacité à oser, parce qu'il faut y aller sur un cadran, certes bleu, qui est communément, déployé dans l'industrie horlogère comme un truc un peu plus chic, haut de gamme, entre guillemets. Mais là, on est sur un truc qui est certes bleu, mais que je vois vert, mais où finalement personne d'autre n'a emboîté le pas vers ce vert teinté. En fait, c'est vrai que sur le site de Rolex, ils se targuent d'avoir créé ce vert. Et de ce que j'ai lu, ils n'ont pas déposé de brevet, tellement ils pensaient que c'était impossible de refaire la même chose. Ah ouais. D'accord. Bah, comme quoi, l'histoire nous le dira, les amis, ce qui se passe là. Ce qui est clair, c'est que des Milgauss vintage, depuis le lancement milieu des années 50, je ne donne pas la date parce que j'ai un doute tout d'un coup sur les questions que je vais te poser. Tu vois, fait que ça a été peu produit, il y a eu peu de références, ça s'est arrêté et moralité, ça coûte une fortune en vintage. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors le jour où Rolex ressort, voire revient à des codes un petit peu historiques, là, ça va être la folie sur le marché et malheureusement, j'ai bien peur que ça ne résolve pas la problématique pour les amateurs de montres, ceux qui veulent s'en acheter une, c'est qu'en fait, il n'y en a pas, il y a des listes d'attente et en fait, une liste d'attente, si on ne peut même pas s'inscrire dessus parce qu'on n'est pas déjà client, c'est quand même un problème. C'est pour ça que j'ai de la peine pour vous, les amis, si vous êtes dans cette configuration-là. Et la seule solution que j'ai pour vous et qui est finalement le chemin aussi que tu as pris, c'est que quand il n'y a pas, il faut regarder autre chose, il faut regarder d'autres modèles et si vous avez besoin de diversité, vous allez dans le vintage et là vous avez un choix qui est quand même beaucoup plus important. Ouais, puis je pense que moi ce qui m'a vraiment séduit dans le vintage, c'est l'esthétique du vintage en fait. Aujourd'hui je trouve que les choses sont un peu grosses, un peu massives
Et dans le vintage, bah, je sais pas, par exemple, quand on parlait des Datejust au début, c'est vrai que j'accrochais pas forcément les Datejust. Et en tout cas les nouvelles. Et les anciennes, les index sont hyper fins. Enfin, le design il est beaucoup plus sobre. Donc, Bah, c'est comme finalement, je pense que en fait, ce qui est hyper intéressant dans l'horlogerie, c'est que nos goûts ils s'affinent au fil du temps. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que c'est une quête infinie en fait. Exactement. C'est tout le concept bien résumé de Petite montre entre amis, que ce que vient de dire Sébastien, parce qu'en fait, tout ça, c'est une affaire de fenêtres sur des époques personnelles. Et c'est l'occasion de passer à la séquence souvenir. Tiens, je te la rends. Tu vois, donc justement, comment t'en es arrivé? Donc, tu as eu celle-ci à 37 ans. Pour tes 37 ans, il y a 4 ans. Donc voilà, donc tu as peut-être eu une autre montre pour tes 40 ans. Non, j'ai pas eu d'autre montre pour mes 40 ans. Justement, ma femme m'a dit que pour elle, le chiffre ne faisait pas le cadeau. Donc je trouve ça sympa aussi parce que ça ajoute encore plus à la surprise en fait. Bien sûr. Donc c'est sympa. Et comment t'es rentré là-dedans alors? Comment je suis rentré là-dedans? J'ai toujours aimé avoir une montre. Pour moi, c'est important d'avoir le temps en un revers de poignet. Et j'avais besoin, c'est un besoin en fait, je ne pourrais pas l'expliquer, mais peut-être un besoin de se rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas de savoir quelle heure il est, si on est en retard sur son planning, etc. etc. Et donc les premières montres que j'ai eues, il y a eu une Swatch, il y a eu une Casio avec l'affichage digital. Ouais. Ensuite, c'était une G-Shock? Non, c'était pas une G-Shock, c'était une petite Casio, je pense, avec 30-40 balles aujourd'hui. Ouais. Elle était noire. Tu les as encore ces montres? Non. Tu les as plus? Aïe, là, c'est mauvaise réponse. Il va partir à -1 pour le quiz, les amis. Et oui, il y a quelques jours, j'ai enregistré ce superbe épisode avec une Seiko Prospex Paddy qui a été modée par son propriétaire Olivier. Et lui, il est venu avec ses 5 montres précédentes. T'imagines, le mec? Il est pointilleux, il est organisé et tout ça, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est un petit peu finalement, sans savoir, il y a un côté d'inquiétude, tu vois, est-ce que je vais être à l'heure? Donc tu as besoin de l'information, donc tu as parlé de Casio, etc. Et à quel moment, ça s'est, si tu as un souvenir, ça s'est transformé en non mais c'est un autre sujet que simplement en fait, ça s'est transformé en un autre sujet quand j'ai eu une Festina pendant 7 ans, que je m'étais acheté quand j'avais eu mon premier boulot. Et quand elle est tombée en panne, la question de la remplacer s'est posée, sachant que le coût de la réparation coûtait le coût de la montre. Et là, j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait sur le marché, je ne voulais pas aller trop vite. J'ai découvert un peu par hasard les montres mécaniques et automatiques. Et ça a été un coup de cœur. Donc, suite à ça, en fait, j'ai acheté la Longines dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené chez Longines? Parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait des histoires là derrière. C'est vrai que le côté… déjà, je pense que la clé d'entrée, c'est aussi le design. C'est toujours le design. Je trouvais que c'était une Conquest avec chronographe. Je trouvais qu'elle était jolie. C'est une belle montre. Ouais, c'est une belle montre. Ouais. Pourquoi tu l'as revendue? Parce que j'avais plus le coup de cœur dessus. Je la trouvais lourde aussi à porter. Et elle me faisait plus d'émotion. Donc, donc je m'en suis séparé. Et tu t'en es séparé, mais pour en acheter une autre, puisque tu n'avais pas la Milgros à cette époque. Ouais, pas forcément pour en acheter une autre, mais parce que je trouvais qu'il valait mieux avoir un peu d'argent que quelque chose qui sert à rien. Donc, il a osé dire que ça servait à rien. Oui. En tout cas, que ça me procurait plus d'émotion. Voilà, donc ça sert à de l'émotion. Exactement. L'heure, comme tu le dis souvent, tu peux l'avoir sur ton téléphone, donc c'est uniquement l'émotion. Non, mais c'est vrai que c'est un des mantras de la chaîne, mais c'est vrai que en termes d'utilité fonctionnelle, c'est extrêmement pauvre, quoi. Donc c'est plus intéressant, je trouve, de se dire tiens, c'est intéressant sur le design, c'est intéressant sur l'artisanat, c'est intéressant sur les mécanismes, c'est intéressant sur l'histoire, c'est intéressant sur la sociologie, c'est intéressant sur la religion, c'est intéressant sur plein de choses, sur les relations et comment tout ça s'est organisé, l'astronomie bien évidemment, et l'heure, l'heure elle est cadeau.
Jusque dans les années 70, quand il n'y avait pas d'électronique, c'était un vrai sujet, l'heure. Tu vois, si tu n'as pas l'heure, tu es dans la merde. Si tu plonges et que tu n'as pas l'heure, bah, tu vas crever, quoi. Hein, c'est quand même ça la réalité, quoi. Ok, donc ta première marque d'horlogerie mécanique, belle marque, hein, Longines, injustement positionnée milieu entrée de gamme, enfin voilà. Il y a beaucoup de brevets. Voilà. Est-ce que bien que tu l'aies vendu, tu gardes toujours un intérêt pour Longines, et donc au moment où tu allais essayer des montres, parce que tu te disais que potentiellement tu allais en recevoir une en cadeau pour ton anniversaire, est-ce que tu as re-regardé Longines à ce moment-là? Pas à ce moment-là. Après, c'est vrai que je regarde toujours toutes les marques. J'ai du mal à passer devant un magasin sans faire du lèche-vitrine. Donc, Ouais, mais pour autant, est-ce que tu es impacté par une marque que tu as croisée dans le passé? Tu vois, l'exemple que je prends toujours, moi, c'est la première montre mécanique que j'ai eue pour mes 30 ans. C'est une TAG Heuer série 6000. J'ai beau ne pas, désolé les amis de chez TAG Heuer, hein, être super emballé par ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui. Et puis en plus, il s'avère qu'à titre personnel, globalement, je suis vraiment plus dans un virage vintage. Mais par contre, je m'arrête toujours chez eux. Je regarde toujours ce qu'ils font, etc. Alors qu'il y a des marques avec qui j'en ai jamais eu, j'ai jamais vraiment regardé ce qui n'est pas bien, parce qu'il y a sûrement des trucs sympas, je ne les regarde pas. Tu vois. Donc est-ce que Longines, pour le coup, quand tu passes comme ça, Longines, à chaque fois tu y vas? Ouais, je l'ai fait toutes, hein. Franchement. Mais donc pas plus Longines qu'une autre, c'est ça? Pas plus Longines qu'une autre, Okay. Et quand tu vas les voir, tu essayes de chercher la suivante, ou tu veux juste te tenir informé? C'est toujours une recherche de la suivante. Il va nous raconter ça tout à l'heure, les amis, mais d'ici là, on passe au célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. T'es chaud? Je vais essayer de l'être en tout cas. T'es chaud. Attention à la brûlure avec un arc électrique, hein, ça peut piquer très très fort. Alors, je t'ai préparé 3 questions. Vous le savez, je raconte toujours la même chose, mais bon, ça me fait marrer de le raconter. Il n'y a pas de règlement. Voilà, l'idée, c'est de passer un bon moment. Alors, la première, c'est pas toujours le cas, mais je pense que la première est plutôt sympa. À quelle intensité de magnétisme la première Milgauss résiste-t-elle? Réponse A, 0,5 Gauss. Réponse B, 1000 Gauss. Réponse C, 15 000 Gauss. Je dirais 1000 Gauss. T'es sûr? Normalement, c'est le nom de la montre, donc ça devrait avoir quand même une explication. Et oui, bonne réponse les amis. Alors c'est vrai que ça peut paraître cadeau quand même, mais souvent dans plein de domaines, tu utilises 1000, 100, une unité, tu vois, pour montrer que c'est grand. Et ça n'aurait pas forcément été le cas, mais pour le coup, c'est ça. Tu sais ce que c'est, 0,5 Gauss comme mesure? Je crois que c'est juste l'attraction terrestre, non? En fait, il est bon Olivier, il s'est renseigné. Et 15 000 Gauss? 15 000 Gauss et Oméga, Aquaterra. Ah, waouh, la vache, mais c'est également la certification METAS, hein, qui est une certification théoriquement neutre par l'Institut de métrologie suisse, mais il n'y a que Oméga qui l'utilise. Donc bon, voilà. Non, mais par contre, c'est le champ magnétique généré par une IRM, imagerie à résonance magnétique, entre 15 et 30 000 Gauss. Donc là, ça commence à faire fort, exactement. Et donc, 7000 Gauss développé avec le Centre européen de la recherche nucléaire, le CERN à Genève, dans les années 50. Et effectivement, quand on développe des outils électriques avec des champs magnétiques forts, à un moment ou à un autre, le spiral notamment est quand même sacrément impacté, quoi. Si vous n'êtes jamais même allé au Palais de la Découverte à Paris, ça a probablement un peu vécu. Il y a la Cité des Sciences à la Villette, mais moi je me souviens petit, la cage de Faraday, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'est quand même impressionnant ce que peut générer l'électricité en termes de champ magnétique qui est complètement annihilé par une cage en fer doux qui neutralise ces petites choses-là.
C'est super bien de démarrer quand même. C'est confortable. Hein, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. 1-0 pour notre ami Sébastien. Alors, deuxième question. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. À voir. Lancé en 1956, puis relancé en 2007. En quelle année Rolex a-t-elle abandonné la Milgauss? En 88. Je n'ai pas posé, j'ai pas dit ABC. Tu vois, on va voir si dans le A, le B ou le C, il y a 1988. Réponse A, 1971. Réponse B, 1988. Réponse C, 1992. Je maintiens. Tu maintiens 88? Ouais. Belle réponse. Il est solide, j'ai l'impression qu'il a beaucoup révisé, mais c'est une information qui est assez facile à récupérer. Et oui, tu te rends compte, c'est un modèle qui a été abandonné et relancé. Donc ça veut dire quoi? Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire que Rolex est en mesure d'aller puiser dans son ADN personnel. Donc c'est vrai que je n'y crois pas du tout, mais j'en rêverais, mais j'y crois pas, que Rolex relance son boîtier qu'on va qualifier de Oyster Quartz intégré, même s'il y a eu des modèles automatiques. Ce serait sympa et ça montre que Rolex sait innover, pas uniquement avec des couleurs et pas uniquement avec Tudor. Donc soyons fous, ce serait pas mal. 71, tu sais à quoi ça correspond? 71, non, ça me... Lancement de la Rolex Explorer 2 qu'on a pu voir sur la chaîne oui, avec Frédéric notamment. Et puis 92, c'est le lancement de la Yachtmaster. Ouais. Voilà. Belle montre la Yachtmaster, très sympa, plusieurs épisodes sur la chaîne, notamment avec Tony et une 37 mm or et acier, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, typiquement, tu regarderas un dual time avec un Canadien francophone. Voilà, il se fait plaisir, il a réussi un truc, il bosse, il se pèle une belle montre et évidemment, il me met dans les dents, vous les Français, et oui, nous les Français, on a un problème avec ça et c'est bien dommage. C'est pour ça que je vous invite à regarder les épisodes de Start-Upper, justement pour voir des entrepreneurs qui s'arrachent, qui montent des projets, qui créent des emplois, qui vont filer des jobs à nos enfants. Si quand ils réussissent et qu'ils veulent s'acheter une montre, ils s'achètent une Rolex et vous les prenez pour des bouffons, c'est que vous n'avez pas compris l'intérêt de l'entrepreneuriat. C'est pas mal, tu mènes 2-0. Tu as envie de gagner? Ouais, j'aimerais bien faire... Ah ouais, il a envie de gagner, bien sûr, mais tu as raison. Alors, en 2012, Rolex réalise son dernier lancement avec une nouvelle collection. Voilà. Donc on est en 2021, les amis, depuis 9 ans, Rolex n'a rien sorti en termes de nouvelle collection. Alors, donc en 2012, il lance une nouvelle collection. Réponse A, la Yachtmaster. Réponse B, la Skydweller. Réponse C, la Cellini. Du coup, j'hésite entre la Skydweller et la Cellini. Parce que tu as remarqué que je m'étais pris les pieds dans le tapis avec la question 2. Ouais, c'est ça. Et c'est l'enthousiasme, les amis. Hein. Il est attentif, Olivier, c'est beau, un vrai scientifique du CERN, un métronome, un ingénieur qui ne se laisse pas perturber par les vilaines ondes magnétiques. Donc tu hésites entre la Skydweller et la Cellini. Ouais, je peux te donner un indice? Je crois que c'est la Skydweller. Ouais. T'as pas besoin d'indice alors? J'ai peux... jamais donné d'indice sur la chaîne, mais là, bon, mais je te le donne pas puisque tu as répondu. Voilà. Skydweller? Ah là, tu mets un point. Skydweller? Skydweller, ouais. Eh oui, bonne réponse. Bravo, belle victoire 3-0 de notre ami Sébastien. Bien sûr, Skydweller lancé en 2012. Superbe épisode de petite montre entre amis avec Cédric. Une montre avec un cantier manuel, avec une lunette crantée qui a tout l'ADN de Rolex et qui permet de faire des réglages sur la montre avec un cadran bleu. Vraiment une très très belle montre, très originale. Vraiment dans le haut de gamme de Rolex. Cellini, ça a été lancé dans les années 60. J'ai un petit peu de mal à trouver réellement des informations précises sur cette gamme. Il y a eu des choses magnifiques, notamment des montres rectangulaires qui ont été faites, très très bien designées. Mais
ça ne rentre pas dans l'ADN et l'histoire de la conquête et de la robustesse que nous vend, mais qui a été réalisée, certes, par Rolex, mais que nous vend le marketing de Rolex, qui fait que c'est un peu une collection à part. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a vraiment de belles montres en métaux précieux, avec des complications qu'il n'y a pas sur les autres modèles. Ouais, c'est aussi, on parlait de la Milgauss comme laboratoire d'expérimentation. Je pense que la Cellini, ça pourrait aussi être un laboratoire. Ouais, mais je pense, les amis, si vous voulez une Rolex et qu'il n'y en a pas et que vous ne pouvez pas vous mettre sur liste d'attente, je pense que si vous voulez une Rolex face de lune Cellini, vous en trouvez une. Hein. Alors le problème, c'est qu'on est plutôt sur des tarifs, je peux me tromper, mais grosso modo, on est autour de 20 000 €. Quoi. Donc c'est plutôt le segment qui va chercher l'entrée de gamme de Vacheron Constantin, Patek Philippe, Lang & Söhne, etc., avec des modèles qu'on va qualifier de classiques habillés. Voilà. Tirais sur une Cellini, toi? Non. Ah bah voilà, vous voyez, donc il propose, mais finalement, non, mais c'est vrai que... Non, mais telle qu'elle est designée aujourd'hui, je n'irais pas en fait. Je ne suis pas fan des index, je ne suis pas fan le cadran, je trouve qu'il est pas très excitant, enfin pour moi, donc... Ouais, mais bon, c'est comme quoi c'est difficile. Mais une montre City, ce serait possible, hein, je n'exclus pas, mais en tout cas pas celle-là. Espérons-le les amis que Rolex innove. Le problème, c'est que vous voyez bien, et j'en avais parlé dans le stand-up sur la fin de l'icône Patek Philippe 5711 en acier, et en montrant qu'avec l'exemple que j'utilisais à l'intérieur de cette vidéo de Audemars Piguet, qu'on critique comme étant une marque qui a un seul modèle, en fait, la Royal Oak, même s'ils en ont plus, entre guillemets, on les critique parce qu'ils déclinent comme des ânes. Puis le jour où ils sortent un truc tout neuf, tout est changé, tout, à tout point de vue, avec des complications de malade partout, une gamme extrêmement large, extrêmement profonde, on leur dit que c'est moche et que c'est nul, quoi. Franchement, c'est pas possible donc c'est compliqué. Si tu fais toujours la même chose, on te dit ouais, t'innoves pas, et quand t'innoves, on te dit que c'est nul. C'est triste, hein? Ouais, J'ai peur que ce soit comme ça, pas que dans l'horlogerie, mais malheureusement dans la plupart des produits manufacturés où on est sur un marché mondial, et pour que ça plaise à tout le monde, il faut éviter d'être trop exotique, quoi. Sinon ça fonctionne pas. Un grand bravo, tonnerre d'applaudissements. Si les goodies d'Alichus étaient arrivés, il sera reparti avec le goodies du vainqueur 3-0, mais ce sera pour une prochaine fois. Et puis tu me passeras, je les ai, ces coordonnées, on trouvera une solution pour qu'il y ait droit. Ça marche, quand même. Hein. Super, bon, on passe à la séquence suivante, recto verso. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, on sent le passionné, l'analytique en fait, hein, vraiment à tout regarder. Tu serais pas un peu ingénieur, non? Non, je ne suis pas ingénieur. Tu n'es pas du tout ingénieur? Non, je ne suis pas ingénieur. J'ai travaillé dans les données, plutôt l'analyse de données. Ah oui, c'est un analytique. Un peu, ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Tu nous as parlé un petit peu de sport, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur ou qui te passionnent ou qui t'intéressent? C'est vrai que la clé d'entrée sur les montres, c'est souvent le design. Ouais. Et c'est un sujet que j'aime bien dans le mobilier. Ouais. Auquel je m'intéresse, c'est ce que je t'avais dit quand on a commencé à échanger, c'est que j'ai des origines finlandaises. Je pense que le design c'est quelque chose d'important en Finlande. C'est un pays qui n'est pas très connu, mais en tout cas qui a des figures émergentes, en tout cas dans le domaine du design. Ouais. Je pense à Alto, je pense à Saarinen, des gens comme ça. Donc c'est vrai que... Attends, Saarinen, il n'émerge pas. Saarinen, il est mort. Ouais, enfin émergents, qui ont émergé. Ouais, qui ont émergé. Ouais. Le deuxième dont tu parles, c'est Alto. Alto, en fait, qui a fait la marque Artec, qui est une marque qui est assez connue des gens qui s'intéressent au design. Ouais. Donc de mobilier? Ouais, c'est du mobilier. En fait, les tabourets qu'on voit qui sont ronds avec les pieds qui tournent. Ouais. En fait, c'est Alto qui a inventé cette gamme de mobilier. D'accord. Ouais. Ok. Il est de notre génération, il est contemporain. Non. Alors justement, ce qui est hyper frappant, c'est que ces tabourets dont je parle, ils ont été créés, je crois, si je dis pas de bêtises, en 1936. Oui. Donc c'est incroyable d'innovation pour l'époque. Moi, ces tabourets, quand je les ai vus la première fois, je me disais que ça doit être les années 60 ou quelque chose comme ça, et voir que ça date de 1936, je trouve ça hyper fort, quoi. Hyper avant-gardiste. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui explique
Qu'est-ce qui explique ce... Parce que, alors j'ai plus en tête, par exemple, les Danois, qui sont quand même on va dire des Latins pour des Finlandais, hein, si on regarde une carte. Qu'est-ce qui explique, j'allais dire au sens large, pays nordique, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a c'est un vrai sujet, le design, dans l'immobilier en Finlande? Je pense qu'il y a eu la reconstruction après la guerre qui a aussi poussé les architectes parce qu'Alto par exemple était architecte et designer à la fois, Ouais. et ça a poussé en fait à repenser la reconstruction et donc il y a eu des choses innovantes qui sont arrivées dans ce cadre-là. Ouais, c'est intéressant. Alors ça me parle, ce que tu me dis, Sébastien, parce que j'ai plein d'alertes sur des montres, etc. Et vous savez que je suis un grand fan de LEAP. Et LEAP a eu une période, on va dire au milieu des années 70, avec la période dite des designers, avec quelques grands designers français dont je parle souvent sur la chaîne. Donc là, c'est pas pour radoter comme un vieux sénile, etc. Mais il y a Roger Talon. Et donc Roger Talon, en fait, j'ai des alertes moi sur Roger Talon. Et j'ai des alertes, et parfois c'est le téléviseur Roger Talon. C'est l'électroménager Roger Talon, c'est le tabouret Roger Talon qui est très connu en forme de Z, justement, comme Tazi Blue, c'est l'escalier hélicoïdal Roger Talon. Et cet architecte-là, décorateur, a aussi designé des montres. Et en fait, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un jour un stand-up sur le design horloger, parce que je trouve que, tu vois, typiquement, qui à designer, qui sont les gens en charge du design chez Rolex. C'est une telle boîte noire qu'on ne sait pas trop. Moi, j'ai une idée sur le boîtier Oyster, mais je trouve que les designers ne sont pas suffisamment mis en avant de nos jours, alors que quand on creuse quand même dans l'histoire horlogère, il y a des trucs absolument magnifiques et on se rend compte que quelqu'un qui a dessiné des bagnoles toute sa vie, il peut faire des montres. C'est le cas de Giugiaro qui a fait des Seiko. Tu as des architectes super connus, Rudy Meyer, français, qui a fait des montres aussi. Tu as des gens qui ont fait de la décoration, qui ont fait des montres. Tu as plein de gens ont fait des trucs et qui n'ont pas de culture horlogère au départ, mais qui, comme dans le design, ont amené leur trajectoire et leur ADN personnel, quoi. C'est ça qui est beau. En tout cas, moi, si tu fais des émissions sur des designers et t'expliques d'où viennent les bracelets, les boîtiers, etc., bon, je serai forcément au rendez-vous pour regarder. C'est sympa. Dites-moi en commentaire, même si le sondage de cet épisode de Petite Montre entre amis concerne l'intérêt ou non de la Milgauss, mais c'est vrai que sur le design, je veux dire, une fois que tu as, évidemment, Gérald Genta, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça on en a déjà parlé, mais il y a des choses passionnantes et ce serait sympa de quand même remettre l'église au centre du village quand même sur le sujet, parce que je te rejoins, fondamentalement, qu'est-ce qui fait selon la fameuse pyramide, attention, intérêt, désir, achat, l'attention sur une montre, c'est le design. L'intérêt, le désir, là on y rajoute des choses. Ah oui, mais c'est tel mouvement, c'est tel truc, elle est fiable, elle est précise, c'est un tel qui l'a porté, etc. Puis après, il y a le déclencheur de l'achat. Mais si la montre, elle ne te plaît pas, on a beau te dire, non mais attends, elle est certifiée, c'est un super chrono, etc. Tu t'en fous, elle ne te plaît pas. Ouais. Tout à fait, dans la clé d'entrée, c'est vraiment le design. Et après, on verra s'il y a la mécanique qui va avec, c'est mieux. Ouais. Mais la clé d'entrée, c'est le design. Ouais, c'est vrai, les amis. Et si vous voulez du design dans tous les sens, sans dogmatisme, sans limite, le vintage, c'est l'endroit où il faut être, parce que là, ça part dans tous les sens. On se demande même comment ça a pu exister. Et puis parfois, on se dit, mais comment ça a pu exister et que ça n'existe plus, quoi. Vous voyez, comme les montres rectangulaires. Ouais. 1920-1930, montre-bracelet, c'était quasiment la norme et le standard. Et aujourd'hui, une fois que vous avez pris la Reverso et la Tank, là, il faut quand même aller chercher loin pour trouver une gondolo chez Patek Philippe ou quoi que ce soit. Les amis, je m'emballe. Il faut qu'on passe à la dernière séquence de ce petit montre entre amis, la prochaine.
Alors là, au niveau de l'analyse de données, là, le machine learning, je veux dire, l'intelligence, pas artificielle du tout, mais le cerveau Pentium 85 de Sébastien, là, il te fait regarder quoi? Il me fait regarder plusieurs choses. J'ai plusieurs montres que je trouve super. Il y a une montre que j'ai découvert au musée. Attends, pas 25, hein, 2, 3. 3. Allez, 3, ok. Les 2, 3, c'est 3, hein, vous avez vu. Heureusement que j'ai pas dit 4, 5. Hein. Non, je crois qu'on est vraiment sur 3, vraiment, on est vraiment sur 3. Il y a une montre que j'ai découvert au musée Omega, qui est une Omega de 80. C'est une Seamaster 120 mètres. Ouais. Jacques Mayol, quartz. Ah ouais, une tuerie. Ouais, très très beau, avec un bracelet qui fait un peu penser à la Royal Oak. À la Royal Oak, Ouais. ouais. Ça, elle est vraiment magnifique. Est-ce que tu veux que je te fasse saliver, voire même t'envoyer une décharge électrique qui va te dresser les cheveux sur la tête? Ah bah volontiers, ouais. Il y a quelques jours, sur ce canapé, j'ai enregistré un petite montre entre amis avec un collectionneur d'Omega Seamaster 120 Jacques Mayol. Ouais. Il est venu avec 3 modèles différents. C'est beau. Honnêtement, ça a beau être à quartz. Vaste sujet. Ce qui ne doit pas être un problème lorsqu'on touche à une époque où le sujet n'était pas de faire le moins cher possible et donc de l'électronique, mais c'était de faire le plus précis possible. Donc à quartz, vous voyez la nuance? Une tuerie. Hein. Une tuerie, design, cette montre-là. Tuerie. Hein. Je sens que je vais demander à Alexandre, l'invité de cet épisode, si de tout hasard il ne voulait pas en vendre une, et dans ce cas-là, je le mettrai en contact avec Sébastien. Alors, première, deuxième. La deuxième, une Datejust vintage avec une lunette lisse, 16-0. Alors le cadran 16-0-30 et monté sur. C'est un cadran 16-0-30 que j'ai vu monté sur une 16-0-0. Non mais ça c'est une Frankenwatch, ça c'est un truc… Ouais mais en fait c'est comme ça qu'elle me plaît. Donc, Mais voilà. Mais tu sais que tu vas faire hurler les Rolex fans, parce que là tu es en train je te prends un bout là. En fait, moi, c'est vrai que j'ai souvent ces discussions avec des vendeurs de montres. Je considère que ta montre, c'est ta montre. Donc, tu fais ce que tu veux avec. Et bon, ça peut peut-être faire dresser les cheveux sur la tête. Oui, mais tu as vu qu'il y a plein de gens, notamment sur YouTube, qui te disent que tu vas perdre du patrimoine à jouer à ça. Ouais, mais tu as envie de dire on s'en fout. Ouais, tu gagnes du plaisir aussi. Hein. Donc voilà. C'est comme le but initial. Bien sûr, la passion, les amis, a des raisons que la raison n'a pas. Et on en a l'illustration avec Sébastien. Donc deuxième truc, troisième. Troisième, Omega, phase de lune, les vieilles Omega phase de lune. Calendrier avec le calendrier aussi. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Ça ne me dit rien du tout. Quelle année? Quelle époque? Plutôt années 60, ouais. Ouais. 60, ouais, je dirais. Tu es peu ou prou dans les mêmes budgets là. Ta Mayol, tu vas être entre 2000 et 2005 en acier. Un peu plus, 3000? Ouais, c'est 3000, ouais. 3002, ouais. Ta Datejust trafiquée, elle pourrait être en dessous du marché, mais tu vas quand même à 3000, 3005. Ah bah si tu arrives à la trouver comme ça, si elle est reste en contact. Si elle est trafiquée. Bah, en tout cas, j'avais vu dans le revendeur qui m'avait proposé de faire ça, il me proposait 6000. Attends, 6000 pour une Datejust à 5 chiffres qui ne matche pas le cadran et le reste de la montre. Ouais. Dis donc, moi franchement, là, il faut que tu sois sur autre chose. Hein. Ouais. Bah, non, mais je sais pas. Mais ou ça le faire moi-même. Hein. Ouais, non, mais quand je dis faire autre chose, c'est comme tu le dis, c'est ta montre, c'est ton truc, etc. Mais à un moment ou à un autre, quand même, quand on achète une montre d'occasion ou vintage, je mets de côté le marché gris, c'est-à-dire les neufs de stock au double du prix, qui est juste un non-sens, voire une connerie, voilà. Mais tu peux acheter une montre qui peut être qui a 30 ans, qui est en état nickel ou qui est abîmée. Pour moi, en fait, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que le prix que tu y mets correspond à cette situation-là. Et ce que je veux dire, c'est que une Datejust référence à 5 chiffres, donc grosso modo, c'est une montre qui a 20 ans, au moins 20 ans. Ouais. Si son cadran ne correspond pas à sa boîte, bah, elle ne matche pas. De ce point de vue-là, elle a une décote. Et à 6000 balles, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas, mais les amis, je ne suis pas un spécialiste non plus du sujet, mais un
un des invités qui est passé sur la chaîne, Guillaume, qui a présenté sa 16610, qui est dans la séquence ta prochaine montre, parlait de la Datejust, référence à 5 chiffres qu'il cherchait pour sa femme. Il a payé ça 3 800 €. Et elle était matching, boîte, cadran, mouvement. Donc là, je ne vois pas bien comment tu serais à 6 000 alors qu'elle ne matche pas. Mais je peux me tromper. Peut-être que c'est après, je ne sais pas s'il l'a acheté un particulier ou chez un revendeur. Déjà, c'est peut-être. Non, j'étais un revendeur. Bon, Mais bon, c'était déjà il y a un an. Donc depuis, peut-être que les prix ont augmenté. Ouais. Donc sur ces je pense que lui, il est cher. Je pense que c'est un revendeur qui est cher. Je sais pas. Sur ces trois montres, là, tu as celle qui te suscite le plus d'émotion ou d'envie, c'est laquelle? C'est comme la Datejust. Ouais. La Datejust? Ouais. Ah ouais. Bah ça y est, en fait, vous voyez, tu étais presque à nous dire qu'avant d'aller sur cette Milgauss, tu n'étais pas spécialement Rolex. Ouais. Et là, c'est en train de te ranger le cerveau. Non, parce que je reste polyvalent quand même. Je reste polyvalent. Omega, je suis un gros fan d'Omega et de Rolex. Je ne comprends pas trop la guéguerre qu'il y a entre les Rolex fans et les Omega fans. Il n'y en a pas, c'est juste pour l'animation, etc. Beaucoup de gens me demandent est-ce que tu penses que Rolex est supérieur à Omega? D'autres me posent la question sur l'inverse. Et je me fous complètement de cette question, quelles que soient les marques en fait. Si l'une te paie plus qu'une autre, bah, à un moment ou un autre, si la valeur que tu mets, c'est sur les matériaux, bah, une montre en or a plus de valeur pour toi qu'une en acier. Si la valeur va sur à quoi elle a servi cette montre, bah, une Datejust, ça n'a jamais servi à rien, mes amis, alors qu'une Submariner, ça a servi à quelque chose. Si tu préfères une marque parce qu'en fait, c'est la marque dans ta famille, ton père il avait, ton grand-père il portait ce truc-là, il y a travaillé, on n'y peut rien. Tu vois, si ton père a travaillé chez Yema, bah pour toi Yema, c'est THE marque. Il n'y a rien à dire. Et il n'y a rien à dire sur le sujet. Donc, est-ce que Omega est supérieur à Rolex ou inversement? Franchement, on s'en fout complètement. Si pour vous, ça l'est, eh bien tant mieux, c'est ça qui compte. Mais quand même, ça veut dire que l'analytique que tu es, le scientifique qui regarde les données, bah mine de rien, tu as fait tourner ton algorithme et clac, Rolex Datejust. En fait, c'est vrai qu'en regardant les montres, en t'informant sur les montres, en connaissant mieux aussi la marque Rolex, parce que Rolex, en France, c'est malheureusement trop associé au côté bling-bling. C'est une marque qui a quand même déposé beaucoup de brevets, a apporté beaucoup d'innovation. Bien sûr. Et ça, c'est ce côté-là, moi, qui me plaît dans Rolex. Ok, donc, ça marche. Et puis les designs, les vieux designs sont beaux. Rends-moi un service. Les amis, vous allez voir, je le challenge fort. Attends de voir l'épisode de Petite Montre entre amis avec Alexandre et ses 3 Omega 6 Master 120 dites Jacques Mayol. Ça risque de te perturber. Quoi, hein. J'aimerais bien l'avoir. J'ai jamais essayé. J'ai jamais trouvé d'endroit où on pouvait l'essayer, mais j'ai vu qu'il y en avait qui se vendaient en Belgique, donc il faut que j'arrive à motiver ma femme. C'est beau, c'est beau. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi, les amis, merci à vous d'avoir regardé et vous avez vu, vous êtes restés aimantés par cette Rolex Milgauss. Merci à Sébastien d'être venu avec. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, c'est extrêmement simple. Si vous êtes en région parisienne, on se retrouve sur un canapé et on échange avec sympathie, avec folie, tout ça dans la bonne ambiance. Et sinon, bah, on peut enregistrer ça à distance et ça s'appelle Duel Time. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.